Salut Augustin, Bonjour. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. On fait tous les deux partie d'un même réseau de créateurs engagés dans la bataille culturelle contre l'extrême droite. Ça s'appelle Creators with a Cause. Quack, les petits canards. Les canards, ouais. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, j'ai découvert un des sujets que tu traites quand on s'est rencontrés via ce réseau sur Instagram. Ce sujet-là, c'est le solarpunk. Le solarpunk, ouais. En gros, on a deux façons de répondre à la crise écologique. La première, c'est regarder ce qui s'effondre, c'est documenter, alerter. Et là, on parle beaucoup de ce qui va moins bien. Et moi, j'ai l'impression de beaucoup faire ça dans The Big Shift, d'éteindre des feux. Enfin, les éteindre, c'est pas moi qui les éteins. En tout cas, d'interviewer des gens qui passent leur vie à un peu éteindre des feux ou à alerter sur ce qui va pas bien. Ouais. Alors, c'est 100% nécessaire. En revanche, c'est un peu difficile pour le mental régulièrement, et puis deux, ça suffit pas, il faut qu'on arrive à se projeter dans autre chose. Et d'ailleurs, on parle ensemble des élections présidentielles. Ne pas réussir à se projeter, c'est un des gros problèmes la plupart du temps quand on a envie d'avoir un nouveau projet de société. Ouais. Ou alors à pas arriver à se projeter au-delà de 5 ans, quoi. Exactement. Ouais. Et donc cette deuxième, c'est ce deuxième point, comment est-ce qu'on peut traiter la crise écologique, c'est imaginer ce qu'on a envie de construire. Et donc là, on parle pas forcément d'utopie, mais ça peut être des directions, ça peut être des caps, des trucs qui donnent envie d'avancer, même sans savoir exactement où on va, où on arrive, dans combien de temps. Mais l'idée, c'est que c'est là que le solarpunk va entrer en jeu. C'est un mouvement qui est né sur Internet au début des années 2000, qui est quelque part entre la fiction, le manifeste politique, l'esthétique végétale. Alors on va revenir un peu sur tous ces trucs-là. C'est fondamentalement anticapitaliste dans la façon dont ça se crée et ça se mouvoie. C'est ancré dans le vivant, c'est tourné vers ce qu'on pourrait appeler une société qui est heureuse et en lien avec le vivant, intégrée au vivant même plutôt. Et donc toi, tu es vidéaste, tu as fondé une boîte de production vidéovisuelle et puis tu t'es mis sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, c'est sur Augustin Demain. Augustin Demain sur YouTube à la base et voilà. Après, je suis tombé aux autres réseaux. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était le solarpunk. Tu vois, 6 ans de travail sur la transition écologique et j'ai entendu ce mot-là pour la première fois l'année dernière et je m'y intéresse pour de vrai cette année. Donc je pense que ça veut dire que c'est peut-être encore un peu marginal. C'est encore un peu niche, je pense. Mais ça commence à prendre, je pense. Et j'aimerais qu'on participe à dénicher ce truc-là aujourd'hui avec toi. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu comment est-ce que tu t'es retrouvé à justement travailler sur le solarpunk et comment est-ce que tu es tombé sur ce truc-là? Ouais, tout à fait. Alors du coup, pour me présenter rapidement, moi je suis ingénieur de formation. J'ai eu le parcours classique écolo, bobo, parisien, complètement assumé, où j'ai eu une conférence de Jean-Marc Jancovici à la fin de mes études et je me suis dit mais oui, il y a un problème dans notre monde, ça peut pas fonctionner éternellement. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à l'écologie. Moi j'appelle ça l'écologie factuelle, technique, tu vois, genre qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, voilà. J'étais animateur de la presse du climat, j'ai poncé des bouquins et tout, donc voilà. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit cool, ok, ça va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, je me suis dit qu'il y avait un énorme enjeu sur ce qu'on appelle les imaginaires. Donc, imaginer en fait l'avenir, imaginer le monde de demain. Aujourd'hui, ça va pas. Le constat, il est clair. Ceux qui veulent pas accepter ce constat, moi aujourd'hui, j'en suis à dire tant pis pour eux. On fera sans eux et on y va. Nous, on est là pour penser demain. Et du coup, les imaginaires, ça passe par quoi? Ça passe notamment par la fiction. On se construit beaucoup par la fiction. On écoute des histoires, on lit des histoires, on voit des histoires au cinéma. Ça nous construit beaucoup. Et donc, c'est important aussi, au-delà de dire aujourd'hui, il y a des problèmes dans notre monde, c'est important de pouvoir dire comment on va construire l'avenir. Parce que c'est ok de dire qu'il y a des problèmes, mais il faut aussi pouvoir proposer des solutions. Sinon, on tourne en rond. Et donc moi je me suis lancé là-dessus, c'est pour ça que j'ai démarré ma chaîne YouTube. C'était un peu au début un peu comme tu fais pour aller à la rencontre des personnes qui pensent un peu l'avenir. Et moi j'ai toujours été un peu geek, je suis très très Tolkien, beaucoup de jeux vidéo, voilà, tout ça. Et donc je suis tombé un peu par hasard un jour sur Reddit. Donc Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros forum en ligne, le plus gros forum en ligne. Et sur Reddit, il y a des subreddits, donc c'est des forums dédiés à des sujets, n'importe qui peut en créer sur les sujets qu'ils veulent. Alors c'est modéré quand même, mais dans l'ensemble c'est très 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 vaste. Et il y a un subreddit qui s'appelle Solarpunk, et je suis tombé
là-dessus un peu par hasard. Et le nom me plaisait bien, tu vois. Je connaissais le steampunk, le cyberpunk. On pourra en parler tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, solarpunk, ça m'intrigue. Donc je suis allé voir. Et là, je suis tombé sur tout un ensemble d'images très futuristes. Donc on parlera aussi de l'esthétique tout à l'heure parce qu'il y a des petits sujets là-dessus. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Des images de villes futuristes, mais avec beaucoup de nature dedans. Donc quelque chose qui arrive à concilier le futur, le vivant, une espèce d'écologie de demain, tu vois, assumée. Je trouvais ça très sympa. Et voilà, donc j'ai suivi le subreddit et puis voilà, de temps en temps je voyais des trucs. Et puis un jour, c'était il y a 1 an et demi, l'éditeur Copy Gauche, qui est une maison d'édition indépendante, qui a lancé une anthologie qu'ils ont appelée Solarpunk, où ils faisaient appel à des écrivains pour écrire des nouvelles. Et donc j'ai commandé cette anthologie. Je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer dans le sujet. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller vraiment en ligne. Je suis allé lire des trucs à droite, à gauche. J'ai lu cet petit recueil de nouvelles qui m'a pas mal fait réfléchir. Et donc voilà, je me suis plongé dedans et j'ai fait une première vidéo YouTube, donc il y a 1 an, sur ma chaîne, où justement je parle de ce qu'est le solarpunk, un peu dans les grandes lignes, et c'est ce qu'on va dire. Aujourd'hui, c'est ton activité principale, ta chaîne YouTube ? C'est mon activité principale aujourd'hui. Ok, tu fais quoi d'autre je suis vidéaste, donc j'ai aussi des clients pour qui je travaille. Mais voilà, aujourd'hui, je consacre la majeure partie de mon temps à mes productions pour YouTube, pour Instagram. Et puis, je fais aussi un peu de Twitch, où je joue à des jeux justement autour du thème de l'écologie. Et on essaye aussi de trouver parce que ça existe, des jeux vidéo solarpunk. Donc voilà, j'explore un peu tout ça. Trop bien, on va regarder un peu tout cet univers parce qu'effectivement Solarpunk, ça part d'une mode un peu geek, et donc de fait il y a pas mal de trucs autour des jeux vidéo, des récits un peu gamer, donc ça va être hyper intéressant de regarder tout ça. J'espère que si vous êtes gamer, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas gamer, vous inquiétez pas, c'est pour vous aussi. On fera accessible. Je ne suis pas gamer de mon côté. Si tu devais expliquer ce mot-là à quelqu'un qui l'a jamais entendu, comment est-ce que tu l'expliquerais en quelques mots ? Parce que il y a quand même cette ambivalence entre solar et punk, où il y a un peu ce truc de la technologie et puis punk, un peu l'anticapitalisme, je dirais, assumé. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux termes ? Alors en fait, je te réponds et je te fais l'origine aussi du mot. Le mot, il est apparu en 2008 sur un forum qui s'appelle Republic of the Bees, et c'est quelqu'un qui est anonyme, on ne sait pas qui c'est, qui a écrit un post pour dire voilà, j'ai vu que récemment il y avait eu l'inauguration du premier cargo transport de marchandises avec un complément de traction à voile, donc un gros cargo qui, je crois d'ailleurs, transportait des pales d'éoliennes, il me semble, sur lequel on a mis un gros cerf-volant, et ça réduit de 20% la consommation d'énergie fossile utilisée par le cargo, je sais pas ce que c'est, et donc cette personne s'est dit waouh, trop cool, c'est le futur ça, et s'est dit, et si on crée un genre artistique qui s'ancre un petit peu dans cette histoire de futur désirable, écologique, renouvelable. C'était ça vraiment le point de départ. Et donc cette personne a proposé le mot solarpunk en référence au steampunk, qui est un genre de fiction pas politique pour le coup, qui lui propose de repenser l'évolution de nos sociétés en partant du principe que pendant l'ère victorienne, on n'a pas développé l'électricité, mais on est resté sur les machines à vapeur. Et donc, c'est de penser tout un monde autour de la machine à vapeur. Donc, c'est un genre qu'on retrouve beaucoup dans les illustrations. Il y a beaucoup de livres steampunk, beaucoup de jeux vidéo steampunk. Par exemple, un jeu comme BioShock, s'il y en a qui connaissent, c'est vraiment dans cet univers-là. Et puis, en film, il y a Mortal Engines aussi, qui avait fait un gros bid il y a quelques années, mais qui représente bien le genre. Et du coup, là, le solarpunk, l'idée, c'est pas de faire une uchronie en se disant et si on avait remplacé une uchronie. Une uchronie, c'est quand on part du principe qu'on va modifier un élément dans l'histoire et on va essayer de voir comment ça se serait déroulé après. Ok, donc en fait, c'est des sortes de branches d'histoire qui n'ont pas vu le jour, mais qui auraient pu voir le jour. Donc le steampunk, c'est ça. Si jamais il n'y avait pas eu l'électricité, on aurait eu une autre branche de développement d'histoire qui serait vers le steam. Okay. Voilà, exactement. Et une uchronie qui est connue, par exemple, c'est le Maître du Haut Château, qui est un roman qui part du principe que les nazis ont gagné la guerre, et de voir comment l'Europe se développe après, quoi.
par exemple. Donc ça, c'est une Ok. uchronie. Et donc le solarpunk... Un peu des multiverses, quoi. Oui, voilà, si tu veux, exactement. Et en général, c'est dark. Ouais. Et le solarpunk, pour le coup, c'est pas du tout une uchronie. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment on pourrait imaginer l'avenir autour des énergies renouvelables. Et c'est là que le mot se crée, solarpunk, et donc en 2 mots. Solar, ça a 2 sens. C'est l'énergie, à la base, c'est l'énergie solaire, et donc, de manière plus générale, les énergies renouvelables. Ouais. Donc, la technologie de demain, voilà, pour faire très simple. Et punk, c'est anti-système. C'est on va contre l'état de fait, le statu quo actuel. Donc, le solarpunk, il est profondément anticapitaliste. En tout cas, on en parlera après. Il est censé l'être. Et donc, il y a vraiment ce jeu-là entre les 2 mots. C'est imaginer un avenir en rupture avec notre monde d'aujourd'hui, autour des énergies renouvelables. Et puis, solar, ça englobe aussi l'idée que c'est positif, c'est lumineux, c'est joyeux, ça donne envie. C'est sexy. Tu vois, on imagine un monde qui donne envie aujourd'hui de se battre pour que ce monde puisse un jour advenir. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on se projette, tu vois, dans toute la partie artistique, tu vois, cinématographique et même littéraire, quand on pense au monde du futur, aujourd'hui, dans ce qui s'écrit, on pense énormément à de la collapsologie, à des guerres. Enfin, c'est surtout des dystopies qu'on écrit. Très peu des utopies. Ouais. Bah, évidemment, parce que du coup, il manque l'état de fait de il faut sauver le monde, il faut sauver la planète, etc. Donc les films auraient peut-être un peu moins de tension si jamais tout se passait bien. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je suis pas convaincu, mais on pourra en reparler. Mais du coup, effectivement, il y a ce truc dans le solarpunk où il y a cette tranquillité, il y a cette le fait que tout se passe bien en fait. Et ces utopies-là, on les voit beaucoup, beaucoup moins. Donc je trouve ça intéressant de se dire ça peut aussi développer. Alors il y a évidemment Cyril Dion qui avait commencé à travailler sur des sujets où on peut aller voir comment pourrait se passer le demain si ça se passait bien. Mais en fait, c'est hyper rare. Et je trouve ça fou que ce soit si rare. Et en plus, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, ce que fait Cyril Dion, et ce qui est très bien, c'est que Cyril Dion, il va rencontrer des vraies personnes, et c'est des personnes qui montrent des choses réelles, mais c'est pas Star Wars, tu vois. Ouais. C'est pas genre une vision complètement fictive. C'est pas une histoire qui t'emmène dans un autre monde. C'est par exemple, il était allé voir que moi je suis allé le voir aussi pour ma chaîne YouTube, Charles de la ferme du Bec et Loin, voilà. Hervé Gruyé, exactement, qui est une personne formidable, qui fait des trucs folles. Enfin, moi j'ai enregistré un épisode de 2 heures de podcast avec lui parce que juste c'était hyper intéressant ce qu'il disait. J'ai enregistré un épisode avec Perrine de la ferme du Bec et Loin. Je crois qu'ils sont séparés aujourd'hui, mais ils ont travaillé ensemble sur ce projet. Et tu vois, c'est des gens qui ont des choses magnifiques à dire sur le monde, sur l'avenir, mais ça reste des vraies personnes. Et t'as pas ce truc de waouh, un vaisseau spatial qui passe devant une planète. Enfin, je caricature, tu vois. Et du coup, le solarpunk, il vient un petit peu répondre à ce qu'on appelle la crise des imaginaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de se projeter à l'avenir autrement que dans quelque chose de négatif. Il y a cette fameuse phrase de il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, alors qui est pas tout à fait la vraie phrase. La phrase complète. Tu permets que je la retrouve? Vas-y. Restez là 1 seconde, on arrive avec la phrase la plus importante de l'épisode. L'origine de cette phrase, c'est une phrase un petit peu plus longue de Frederick Jameson qui dit « Il nous semble plus facile aujourd'hui d'imaginer la détérioration complète de la Terre et de la nature que l'effondrement du capitalisme tardif. Peut-être cela est-il dû à une faiblesse dans notre imagination. » Et en fait, justement, moi je pense que quand on dit ça, c'est pas tant une faiblesse dans notre imagination, c'est plus qu'on nous aide pas du tout à imaginer un monde post-capitaliste, un monde qui est pas détruit, si tu veux, par la croissance infinie, quoi. Et justement, le solarpunk, il vient répondre à ça, il vient proposer des futurs où on se pose la question de à quoi ça pourrait ressembler un monde qui n'est pas dans la trajectoire actuelle. C'est-à-dire que tu parlais de dystopie. Aujourd'hui, tu ouvres Netflix, tu ouvres n'importe quoi. Tu vois des séries comme Silo, par exemple. Je sais pas si ça te parle. Non. Dans un monde détruit. Alors, on sait pas trop, mais on comprend qu'il y a une histoire de guerre nucléaire. C'est toujours dystopique, c'est toujours hyper sombre. C'est toujours... par exemple, il y a la dystopie cyberpunk par excellence. C'est Blade Runner. On a refait un nouveau film Blade Runner. Tu vois, Blade Runner, c'est vraiment, pour moi, c'est le monde vers lequel on se dirige tranquillement en ce moment. Et le solarpunk, il vient dire ok, sortons de ça.
qu'est-ce qu'on peut proposer complètement à l'inverse. Ouais. Il y a un truc que j'ai trouvé dans le solarpunk, c'était une sorte de satiété, tu vois, où on n'a plus besoin de plus que ce qu'on a. Ouais. Et pourtant, dans cette société, c'est pas une société de la pauvreté. Dans le solarpunk, c'est vraiment une société de la satiété et du besoin assouvi, et surtout pas de pas de la recherche du plus, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu marquant. S'il y avait une œuvre un peu solarpunk facile à aller regarder pour les auditeurs qui sont en train de se dire, attendez, mais il nous parle d'un truc là, où est-ce que je peux aller regarder, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un film, peut-être un court-métrage, j'en sais rien, un truc, ou même une œuvre littéraire, un truc facile qu'on peut aller regarder pour se dire, tiens, c'est ça le solarpunk? Alors, j'ai envie de répondre oui, mais en même temps, non. Je crois que je sais de quoi tu vas parler. Parce que, en fait, c'est un genre qui est en construction. C'est à la fois un genre artistique avec une certaine esthétique, on pourra en parler après, et c'est aussi un mouvement politique. Et du coup, comme c'est un mouvement politique, il y a un peu une petite bataille de définir dans quelle direction on va. Donc c'est pas aujourd'hui simple de donner une œuvre de référence. Moi j'en ai une, mais c'est un livre, donc c'est un chouï moins accessible, mais en vrai il est super cool, donc on va en parler. Et aussi, il y a un petit sujet, c'est qu'on manque d'œuvres aujourd'hui. Comme c'est un genre qui est en train de se développer, il n'y a pas beaucoup d'œuvres, il y en a tellement pas beaucoup qu'on va plutôt avoir tendance à récupérer des œuvres qui sont antérieures à l'existence du mot, donc à 2008, avec des œuvres, tu vois, des bouquins qui datent des années 70, qui étaient un petit peu novateurs à l'époque. Je pense au Dépossédé d'Ursula Le Guin ou à Ecotopia. Mais en tout cas, s'il y a une œuvre, si vous voulez vraiment vous prendre le temps de découvrir le solarpunk, en lisant un bon livre, c'est Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, qui est une duologie c'est des tout petits romans, ça s'appelle des novellas. Histoire de moines et de robots. Histoire de moines et de robots, ouais. Okay. Voilà. Donc c'est en 2 tomes, mais donc c'est publié chez La Talente en français. Mais ils ont aussi une édition en un seul tome qui s'appelle Histoire de moines et de robots, mais sinon c'est un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. C'est le nom des 2 tomes. C'est très poétique, c'est très joli, c'est très apaisant. Mais si vous voulez découvrir un peu le solarpunk, globalement à quoi ça ressemble, il y a un court-métrage qui est en fait une pub. Donc déjà là, il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Vous allez sur YouTube et vous tapez Dear Alice, dire D-E-A-R, comme Chère Alice. Voilà, Chère Alice. Qui est un court-métrage d'animation qui a été fait par une agence qui s'appelle The Line en 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Merci. Et en fait, qui est une pub pour une marque de yaourt. Donc, tant pis pour le message anticapitaliste, mais qui présente, si tu veux, l'esthétique générale du solarpunk. Et cette pub, on l'utilise souvent comme introduction au genre parce que elle a vraiment tous les éléments caractéristiques de l'esthétique, à savoir on mélange la technologie et la nature, et c'est très positif, c'est très joyeux, et on peut aussi avoir une lecture un peu décroissante, inclusive, de justice sociale, parce qu'il y a aussi tout ça dans le solarpunk. Là, j'ai beaucoup parlé de techno et de nature, mais il faut aussi intégrer dedans le décolonialisme, la déconstruction du patriarcat. Alors, les gens peuvent dire que je suis de gauche, peut-être, mais en tout cas, ça fait aussi, il y a toutes ces idées-là dans le solarpunk. C'est vraiment l'idée que, si tu veux, je pense que le solarpunk, il vise à ce que l'humanité arrive à vivre en harmonie avec le vivant, mais aussi avec elle-même, en son propre sein. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rapport de domination. C'est le solarpunk idéal, c'est un peu un état d'équilibre ultime dans lequel on arrive. Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça chiant et à raison, mais on arrive à un état d'équilibre ultime où tout le monde va bien, en fait. Voilà. Tout le monde peut vivre dignement, sainement, et s'épanouir de manière heureuse. Mais c'est aussi, c'est pas un retour à la préhistoire non plus, quoi. Ouais. Voilà. Oui, il y a vraiment en tout cas dans ce film de 3 minutes, il y a vraiment un truc qui est à la fois l'intégration complète de la technologie et le retour à la terre. Ouais. En fait, ce que font les gens dans ce court-métrage, c'est travailler la terre, être ultra aidé par la technologie pour le faire, mais c'est vraiment tu ressens un peu ce truc d'agriculture vivrière, où chacun produit ce dont il a besoin et pas vraiment plus. Alors il y a un peu un truc d'autarcie aussi qui se dégage, je trouve, et avec peut-être moins d'ouverture, mais il y a effectivement ce truc d'autonomie et de besoin assouvi. Oui, un retour à du local, la vie en communauté. Alors je pense que l'autarcie,
En fait, on a toujours, quand on parle de réduire l'échelle, on a toujours peur on a toujours peur de l'idée de se retrouver à vivre avec 20 personnes et de plus parler à personne, alors que je pense que justement, l'idée, c'est pas de dire on va revenir aux communautés il y a 200 ans où tout était hyper fermé. Au contraire, c'est de dire on va revenir à du plus local, parce que de toute façon, les limites planétaires, le fait qu'on peut pas produire de l'énergie à l'infini, ça va mécaniquement diminuer les flux. Mais par contre, on a quand même cette ouverture d'esprit qui, elle, va rester. Donc c'est pas du tout un retour en arrière, et là on va quand même conserver une part de technologie pour justement permettre la libre circulation des gens, des informations. Tu vois, c'est aussi cette idée là, le solarpunk, c'est-à-dire que il n'y a pas de frontières, on se balade, souvent c'est des histoires qui sont en mouvement aussi, tu vois, donc il n'y a pas vraiment, on vit en communauté, mais t'es pas les pieds bétonnés dans ta communauté et t'y restes toute ta vie. C'est pas ça l'idée. Ok, je pense qu'il me manque encore un peu d'exploration de cet univers pour en voir plus de trucs, parce qu'effectivement, moi, mon prisme s'arrête sur les petits trucs que j'ai vus en préparant cet épisode-là, mais du coup, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup plus à observer. Par exemple, Histoire de Moines et de Robots, là, le livre dont je parlais juste avant, le personnage principal qui est non-genré, et c'est pas un sujet dans le livre, donc ça, c'est super intéressant, ce genre, voilà, c'est un état de fait, c'est une personne qui est moine. Et qui s'appelle Dex, et donc c'est frère Dex, qui est moine de thé. Donc frère, pour frère et sœur. Pour frère sœur, qui est moine de thé. Et donc l'histoire ces moines-là, de cette espèce de congrégation, leur raison d'être, c'est d'être un peu des psys. Donc ils vont voir les gens, ils leur servent du thé ou des infusions, et ils papotent. Et frère Dex, en gros, se balade de communauté en communauté et va voir les gens et papote. Et du coup, ça t'ouvre plein de discussions hyper philosophiques. Et l'histoire, c'est que en fait, dans ce monde-là, avant, il y avait des robots. Et les robots, on avait marre d'être esclavagisés. En fait, ils ont accédé un peu à la conscience parce qu'on imagine être un développement d'intelligence artificielle. Et ils en avaient marre d'être esclavagisés des hommes. Et donc, ils ont fait sécession, ils sont partis, ils sont cassés dans la forêt. Et ils n'ont pas donné de nouvelles, ils ont disparu depuis des décennies, voire des siècles, je me souviens plus exactement. Et donc il y a un robot, là, à ce moment-là, qui est envoyé pour, c'est hyper mignon, juste pour prendre des nouvelles des humains. Genre, il va voir les humains et sa question c'est de quoi avez-vous besoin ? Et ce robot qui s'appelle Omphale va rencontrer Frère Dex qui traverse une espèce de crise existentielle à ce moment-là. Et donc, en fait, le roman suit un peu leur conversation à tous les deux. Et ils discutent de plein de sujets, tu vois, le sens de la vie, la place de la technologie et de l'homme dans la nature, ce genre de choses. Et en même temps, c'est ça qui est très fort, je trouve, avec Becky Chambers, qui est l'autrice. Et en fait, ils vont de communauté en communauté. Et donc, en toile de fond, on va découvrir plusieurs manières d'habiter le monde qui sont très différentes. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant, mais j'en dis pas beaucoup plus. C'est un livre qui fait beaucoup de bien. D'ailleurs, la dédicace au début du roman, c'est pour vous qui avez besoin de souffler. Ok. Voilà. Est-ce que ça peut nous réconcilier avec l'IA ? Non, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un récit futuristique sur l'IA où justement c'est pas une prise de contrôle. Oui. Ben en fait, alors j'ai pas souvenir que l'IA soit spécifiquement mentionnée, mais on parle quand même de robots conscients et autonomes, donc c'est quand même le sujet de fond. Et en fait, si tu veux, ce que j'adore, c'est que du coup les robots sont partis vivre dans la forêt. Ils ont décidé de s'auto-mettre des durées de vie finies. Donc à un moment, ils meurent. Et ils se recyclent avec les pièces de leurs propres potes, en fait. Et donc ils sont construits un peu de manière finalement assez organique à partir de pièces détachées de robots. Et en fait, ils sont en émerveillement devant la nature. Donc Omphale, là, le robot, il parle d'un de ses potes que ça fait genre 40 ans qu'il est en train de regarder un arbre pousser. Genre sans bouger pendant 40 ans. Voilà, ce qu'on ferait pas en tant qu'humain, mais en tant que machine, tu as un rapport au temps qui est différent. Et voilà. Et là, tu lis des trucs comme ça. C'est anecdotique dans la discussion. Puis mine de rien, ça te fait pas mal réfléchir. Ce serait quoi Alors, tu m'as parlé d'une œuvre littéraire, on a parlé de The Line. Ouais. Il y a des animés que je regardais quand j'étais petit et que j'aurais envie de regarder avec ce nouveau prisme. Ouais. Et tu parlais notamment d'œuvres qui ont été solarpunkisées a posteriori de leur création. Ouais. Et tu vois, il y a notamment des œuvres de Miyazaki qui sont œuvres de Miyazaki, beaucoup dans cet univers. Alors, on n'a pas parlé encore trop de l'esthétique, mais
Visuellement, je trouve que c'est souvent des couleurs un peu pastel, mais très visible aussi. Ouais, c'est très coloré quand même. Ouais. et il y a énormément de t'as presque l'impression d'anachronisme, c'est-à-dire une sorte de simplicité et en même temps de technologie forte, de magie de futur et en même temps un peu de passé dans la façon dont les personnages sont peut-être vêtus ou ce genre de choses. Et donc il y a plein d'allers-retours futur, passé, présent dans cette esthétique-là. Et du coup, Nausicaa a été un peu solarpunkisé a posteriori, c'est ça ? Ouais, Nausicaa est souvent utilisé comme exemple et on va en parler. Mais du coup, j'en profite pour parler du manifeste Solarpunk qui est quand même un élément assez central. Donc si on revient sur la chronologie, 2008 il y a eu ce post sur un blog et puis après il y a des gens qui ont commencé à en parler tranquillement sur des blogs à droite à gauche. Et puis en 2019 il y a une communauté anarchiste qui s'appelle la Solarpunk Community, on ne sait pas qui c'est, qui a en gros dit voilà tout ce qu'on a lu, vu et pensé sur le Solarpunk, on a fait une grosse synthèse, bam, voilà notre manifeste qui est disponible en ligne. Et dans ce manifeste, il y a plein de choses très intéressantes. Ça reste quand même assez vague, mais il y a plein de choses très intéressantes. Et notamment, ça donne une petite liste à la fin d'inspirations esthétiques du solarpunk. Et dedans est mentionné littéralement Miyazaki. C'est une liste, il y a genre 5 ou 6 points, et c'est genre point 5, Miyazaki, point. Tu vois. Et ce qui est très intéressant avec Miyazaki, c'est que on parlait du steampunk tout à l'heure. C'est souvent steampunk Miyazaki. Oui, c'est vrai. Par exemple, tu penses au château ambulant, château ambulant. Surtout le château ambulant, t'as plein de trucs de vapeur, c'est un peu construit de briques et de broc. Donc t'as plutôt une esthétique à proprement parler steampunk, mais t'as vraiment toujours ce rapport entre l'évolution de l'humain et la nature. La nature, elle est systématiquement présente chez Miyazaki à différents degrés, mais quand tu penses à des histoires comme Princesse Mononoke par exemple, où c'est vraiment le thème central, c'est t'as la ville, alors je simplifie parce que tout est beaucoup plus complexe, mais t'as la ville industrielle qui rase la forêt un peu en mode Isengard dans Le Seigneur des Anneaux et du coup qui se retrouve attaqué par les esprits des sangliers, et puis de l'autre côté t'as l'esprit de la forêt qui est protégé par la princesse Mononoke. Mais voilà, c'est une thématique qui est très très chère à Miyazaki. Et Nausicaa en fait est souvent utilisé pour parler du solarpunk, parce que Nausicaa, qui est pourtant une histoire qui est profondément dystopique, c'est un monde qui a été ravagé par une espèce de guerre thermonucléaire. On revient à un espèce de système féodal un peu dégueulasse où tu as un espèce d'empire qui est en train de conquérir progressivement le monde. En même temps, le monde, il est réavalé par la Fukai, qui est une espèce de forêt toxique. On découvre qu'en fait, c'est pas si mal, mais je veux pas trop spoiler. Et en fait, dans Nausicaa, c'est Nausicaa d'ailleurs de la vallée du vent, le titre complet. Et parce que Nausicaa, la princesse Nausicaa, elle vient de la vallée du vent, qui est une enclave un petit peu paisible dans ce monde à l'agonie, qui est protégée justement par les vents qui viennent c'est une vallée entre deux chaînes de montagnes, et t'as les vents marins qui viennent et qui chassent la pourriture justement de la fameuse Fukai à l'extérieur. Et donc dans cette vallée du vent, t'as une communauté très rurale qui peut s'épanouir. Donc t'as des champs, t'as un espèce de bocage qui est assez intéressant, et puis t'as des moulins notamment, parce que du coup le solarpunk est très orienté énergie renouvelable, donc panneaux solaires et éoliennes, mais aussi un moulin, quelque part un moulin à l'ancienne. C'est hyper solarpunk. Pour moi, c'est même plus solarpunk qu'un panneau solaire, parce que c'est low-tech, peut-être on en reparlera après. Et donc t'as plein de moulins, mais en même temps ils ont des espèces de vaisseaux qui volent avec une énergie, technologie, on sait pas trop ce que c'est, mais plutôt futuriste, tu vois. Et donc pour moi, quand on dit que Nausicaa est solarpunk, l'univers de la vallée du vent est très très solarpunk. Par contre, l'histoire en elle-même, ça se discute. Okay. Enfin, le monde, l'univers en général, ça se discute. Ouais, ok. Voilà. Et alors tu disais low-tech, ça correspond pas du tout à ce qu'on dit des différentes références qu'on a vues jusqu'à maintenant. Pourquoi le solarpunk du coup c'est exclusivement alors on a parlé un peu sobriété, on a parlé un peu satiété, des besoins, etc. Mais dans low-tech, tu vois, dans le film de The Line, par exemple, ils ont des robots qui cueillent les fruits à leur place, fruit par fruit, quoi. Est-ce que ça, c'est low-tech ? Je ne sais pas. Non. Alors, c'est le sujet de ma prochaine vidéo qui va sortir
concomitamment avec cet épisode. Donc, en fonction de quand vous l'écoutez, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. Ça sortira très bientôt ou c'est déjà sorti. C'est Augustin demain. Augustin demain. On mettra exactement. le lien dans la description si vous voulez aller Comme voir tout de suite, voir si la vidéo est sortie ou pas. Ouais, comme vous pensez que ça s'écrit. Et ouais, en fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur, et c'est ce que je vais traiter dans la vidéo pendant une demi-heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de te faire la version courte. Il y a un vrai enjeu sur la place de la technologie dans le solarpunk aujourd'hui. Et en fait, derrière, c'est un enjeu politique. Donc, solar, c'est les énergies solaires, c'est les énergies renouvelables. Et pour moi, aujourd'hui, il y a un peu une dualité entre, d'un côté, l'esthétique solarpunk, donc les représentations qu'on peut en voir, comme le film d'Iralis dont on parlait tout à l'heure, et puis les valeurs qu'on peut plutôt retrouver dans le manifeste, ou dans justement des livres qui sont rattachés au mouvement, comme Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui est vraiment un livre qui met en avant le communisme libertaire, donc un truc vraiment, je sais pas si ça te parle ce livre, mais c'est hard, tu vois. Ouais. Ça, voilà. En tout cas, des valeurs qui sont pour moi cohérentes avec le respect des limites planétaires qu'on est obligé de s'imposer, enfin qui nous sera imposé de toute façon. On peut pas aujourd'hui décemment dire on continue comme d'hab et c'est pas grave, on va juste mettre des panneaux solaires, ça va le faire. Je me suis amusé pour la vidéo à faire le calcul. Si on voulait aujourd'hui générer l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de la France par juste du panneau solaire, donc je parle pas de l'électricité, je parle de toute l'énergie, il faudrait 1 à 2 fois la Bretagne couverte de panneaux solaires. Donc on voit bien que c'est pas possible. Enfin, ce serait pas moche, hein. C'est techniquement possible parce que les panneaux solaires c'est du silicium et ça a priori on manque pas trop. Mais est-ce qu'on veut ça, quoi? Faut bien se rendre compte de ce que c'est 2 fois la Bretagne complètement recouverte, quoi. Et à l'échelle du monde, je crois que c'est quelque chose comme 5 ou 6 fois la France. Et en plus de ça suppose aussi qu'on a électrifié tous nos besoins en énergie, donc qu'on a par exemple que des voitures électriques, ce qui est pas simple, parce que là pour le coup il y a suffisamment de ressources mais c'est pas facilement extractible. Bref, et du coup pour moi le solarpunk peut pas juste se contenter de dire let's go 100% renouvelable et on continue le reste parce que la vie va être belle. Il y a aussi un besoin inhérent à n'importe quelle projection dans le futur on va respecter les limites de la planète et puis on peut pas aussi dire l'Europe et les États-Unis on va être solarpunk et puis on continuera à avoir des enfants dans des mines en Afrique et en Asie pour faire rouler nos voitures électriques, tu vois. C'est pas ça la vision du solarpunk. Il y a une espèce d'humanisme global qui dit que tout le monde doit pouvoir vivre dignement, donc ça fonctionne pas. Donc nécessairement il y a un besoin de sobriété. Et là où je pense que ça manque beaucoup dans les représentations aujourd'hui, c'est justement cet apport de la low-tech. Donc la low-tech, c'est quoi? Si vous connaissez pas, c'est concilier le confort moderne et quand même une optimisation et une sobriété de la technologie. Énergétique et en matière de ressources aussi, tu vois. Par exemple, en low-tech, on va se dire est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une grosse voiture pour une personne, une grosse voiture qui en plus est garée 98% de sa vie? Parce que ça consomme beaucoup de ressources pour la construire, cette voiture. Donc la low-tech, c'est pas que des moulins, c'est aussi des choses partagées. C'est pas un retour en arrière, hein. Il y a du logiciel dans la low-tech aussi, par exemple. C'est du logiciel open source, c'est du logiciel frugal, mais ça existe quand même. On fait vivre nos ordinateurs plus longtemps. Tout ça, ça doit rentrer dans le solarpunk. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai débat sur, d'un côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'esthétique du solarpunk qui, malheureusement, a tendance à se développer dans ce côté très techno-solutionniste. Donc, en général, on voit des jolies villes du futur avec des panneaux solaires et des arbres. Et on se dit, youpi, ça va marcher, sauf que c'est pas possible. Enfin, ou en tout cas, pas à l'échelle mondiale. Et de l'autre côté, il y a les valeurs qui sont plutôt, à mon sens, décroissantes, communautaires, locales, mais qui ne sont pas un retour en arrière, hein. Ça je précise bien parce que souvent c'est interprété comme ça. Et aujourd'hui, il faut réussir à concilier les deux, quoi. Moi, tu vois, quand je regarde le court-métrage The Line sur Dear Alice, en fait, juste chauffer son eau à la bouilloire, c'est tout de suite un truc avec de la lévitation magnétique, des trucs et tout. Tu te dis, pourquoi j'ai pas elle a besoin besoin d'éviter la bouilloire, tout à fait. Mais en même temps, et c'est là où il y a un petit piège, c'est que tu regardes ce court-métrage et tu fais waouh, ça donne envie, tu vois. C'est canon. 100%. C'est canon, c'est le futur.
Et de fait, si ça avait pas été comme ça, probablement qu'il y a moins de gens qui l'auraient regardé. tout à fait. Et donc, en fait, est-ce que dans la représentation, il faut pas en mettre un petit peu plus pour que les gens se disent, ah, il peut y avoir un truc cool là-dedans et qu'on arrive un peu à ce truc un peu plus simple. Un peu, tu vois, si je prends l'exemple des constructeurs automobiles, ils vont sortir une voiture concept une fois tous les 4 ans, 5 ans, qui va représenter un peu la ligne de design des prochaines années, et ils sortent un truc à chaque fois où tu te dis waouh, c'est ça le futur de la voiture, mais c'est incroyable en fait, des postes de pilotage où t'es presque allongé, des volants en bois, des surfaces vitrées incroyables, et en même temps de la sécurité et de la maniabilité, etc. Tu te dis bah c'est génial, évidemment, tu vois. Et en fait la voiture de série derrière, elle s'en inspire, mais c'est pas ça. Et en fait, tu vois, est-ce que dans ces représentations-là, on devrait pas avoir effectivement un petit peu de... et regardez, d'un truc un peu alléchant, tu vois, la bouilloire qui lévite, parfait, tu vois, génial. C'est pas grave en soi, tu vois, et tu pourrais te dire, est-ce qu'on n'a pas besoin de ce genre de truc pour qu'il y ait des gens qui se disent, ah, ça pourrait être cool d'y aller. Sur ce film-là en particulier, je me suis amusé à relever tous les... Et c'est trop cool que tu aies vu la bouilloire qui lévite. Il y a plein de petits détails comme ça. Par exemple, le tout premier plan, il y a un espèce de mini cours d'eau avec un petit moulin mécanique qui est rattaché à un rotor, donc qui génère un peu d'électricité. Ça, c'est trop cool. Mais sur cette espèce de rotor, tu as un affichage en réalité augmentée de l'énergie. Tu te dis à quoi ça sert. Mais ça, à la limite, effectivement, comme tu dis, c'est cosmétique. C'est pas si gênant que ça. Moi, ce qui me gêne plus dans ce film-là, par exemple, c'est les gros sujets. Tu parlais du robot là, agricole. En fait, c'est ça qui est mis en avant dans le film, où pareil, la fille de Alice, dans l'histoire, c'est une petite fille qui part à l'école, elle part dans un bus qui vole, alors que la ville, elle est genre à 5 km et qu'il y a une route. Et tu te dis, ok, c'est cool un bus qui vole, mais ça n'a aucun sens. Ça m'a même pas choqué. Tu vois. Ouais. Non. Genre, en fait, quand tu regardes, tu fais pause. Et après, moi, j'ai lu sur CV Junior toute mon enfance, et la voiture qui vole, c'était une couverture sur 2. C'était ça y est, la voiture volante est là. C'est ça. Et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas. Mais dans le truc de ah ouais, cool, tu vois. Tu pourrais te dire ah bah oui, et du coup, c'est dans le futur. Et du coup, je pense que tu as tout à fait raison de dire qu'il faut donner envie. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu du solarpunk aujourd'hui, c'est qu'il faut donner envie, mais il faut pas mentir non plus, parce que après, il y a beaucoup de oui mais, tu vois. Si tu commences à dire, ok, le futur, ça va être comme ça, oui, mais en fait, il y aura pas le bus qui vole. Oui, mais en fait, il y aura pas la bouilloire en lévitation. Au final, les gens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont voir quoi ? Ils vont voir, ok, donc en fait, on va être des paysans, on va juste faire de la culture et on vivra avec 20 personnes sans plus jamais voyager. Et en fait, je pense que l'enjeu du solarpunk aujourd'hui, pour toutes les personnes qui participent au mouvement, c'est de trouver, et c'est ça qui est hyper intéressant, mais c'est qu'il faut trouver justement le truc qui est à la fois sexy et à la fois réaliste. Et moi, c'est ça que j'essaye d'explorer dans tout ce que je produis aujourd'hui. Mais c'est une ligne fine, quoi. C'est vrai, il n'y a pas de réponse parfaite. Et puis il y en a qui s'adaptent plus. Tu vois, tu disais, il y a déjà des gens qui vivent un peu sous ce genre de truc. Mais aujourd'hui, c'est marginal, mais tu te dis, c'est déjà possible. Donc en fait, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'y mettent ? Et en fait, c'est parce qu'il y a cette ligne qui est compliquée à naviguer. Mais tu vois, par exemple, il y a Arte qui a fait un épisode Trax sur le solarpunk, justement. Et ils sont allés interviewer un gars, alors je sais plus si c'est en Espagne ou au Portugal, mais qui vit un peu en mode solarpunk. Mais le solarpunk, vraiment, c'est pas le solarpunk de dire Alice, quoi. C'est genre, il fabrique sa maison avec des vieux pneus. Tu vois, et tu vois, je me suis dit, c'est vraiment trop dommage parce que il y a un truc, c'est tout con, mais les images du reportage, elles sont s'il y a des gens qui font la vidéo, elles sont quasiment en log. C'est hyper désaturé, décontrasté, il n'y a pas de couleur. Et tu sais, tu ouvres le truc et tu fais, bah ça donne pas envie, quoi. Juste tu mets de la couleur déjà avec des plantes, c'est beaucoup plus sexy. Et je pense qu'aujourd'hui on est encore trop dans cette dichotomie de et il y a des youtubeurs qui parlent du solarpunk en faisant ça. On met d'un côté le futur enviable en mode dire Alice, mais qui est pas forcément hyper réaliste, et puis de l'autre il y a vraiment les gens en mode décroissant low tech mais qui font leur maison en terre, en bouse et en foin. Et je pense que tu as vraiment un entre-deux aujourd'hui à trouver, et pour moi, c'est l'enjeu des années à venir pour le genre, quoi. Ouais. Tu parlais sur ton compte Insta de protopie et de prototopie. Comme, ou alors un objectif, ou alors plutôt des méthodes. Comment est-ce que tu intègres ça avec Solarpunk ? Déjà, si les gens ont envie d'apprendre des nouveaux mots. Alors, trois nouveaux mots. On a déjà dit uchronie tout à l'heure. Alors, il y a dystopie. C'est important de parler de dystopie aussi parce que ça se construit quand même à l'opposé de ça, le Solarpunk. Dystopie, donc c'est un futur qui n'est pas enviable.
dystopie c'est le et qui part à chaque fois d'une réalité. Donc ça veut dire que on part, c'est pas un truc qui est complètement sorti du chapeau. On part d'une sorte de constat actuel de notre société et on tire le fil un peu trop loin, quoi. Exactement. Et donc c'est le mauvais lieu. Et à l'inverse, l'utopie. L'utopie, ça a deux sens en fait. Et souvent on oublie, c'est qu'il y a utopie à la base, E-U-T-O-P-I-E, qui est le bon lieu, et utopie, c'est le non-lieu. Donc il y a bon lieu, donc vraiment un endroit trop cool, et le utopie, littéralement, c'est le non-lieu, c'est-à-dire ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc c'est un espèce d'idéal, quoi. Donc utopique, finalement, c'est pas si positif comme mot. C'est plutôt genre t'es dans un rêve, quoi. Ouais. Pour moi, il y a quand même besoin d'utopie aujourd'hui. Et moi, à chaque fois que je partage des idées utopiques sur mon compte Insta, je m'en prends plein la gueule parce que apparemment j'ai un raisonnement d'enfant de 6 ans, mais c'est pas grave. J'assume tout à fait, très idéaliste. Mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'idéal. On a besoin d'utopie. On a besoin de dire, de montrer une direction, quoi. Faut pas être fataliste. Faut dire, regardez, on pourrait aller jusque là, même si on va pas jusque là, ça donne une direction qui est utopique, certes, mais ça donne une direction. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le solarpunk, du coup, il y a plein de niveaux. Si tu veux, si on dit qu'on prend que notre avenir aujourd'hui, c'est genre, je sais pas, une balle de tennis, et qu'on la lance très loin, là où elle atterrit, c'est l'utopie. Et en fait, entre nous et la balle, il y a plein d'échelons possibles, tu vois, jusqu'où on va pouvoir aller. Ou alors c'est plutôt jusqu'où on pourra lancer la balle, on va dire plutôt. Et donc, tu as l'utopie qui est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, mais a priori inatteignable. Une asymptote, donc inatteignable. Et après, tu as deux mots, donc c'est les mots dont tu parlais. Il y a protopie et prototopie. Protopie, c'est le lieu du progrès. Pro dans le sens vraiment progrès. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui se construit vers quelque chose de mieux. Et donc, souvent, le solarpunk, c'est aussi protopique, c'est-à-dire parce que t'as des récits solarpunk qui se passent dans un monde qui a été abîmé, voire détruit par le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, tout plein de trucs, la surproduction de déchets, enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais vous savez si vous écoutez le podcast. Et donc on part d'une situation mauvaise et on va aller vers le progrès pour essayer de construire un avenir meilleur. Donc ça, c'est la protopie. Et après il y a la prototopie, et là c'est vraiment dans le sens de prototype, et c'est plus expérimental. Je propose un modèle de société, je propose une histoire, je propose des personnages, je propose n'importe quoi qui est expérimental, justement pour aider à penser cet avenir-là. Et là, le solarpunk, il peut aussi s'inscrire dans ce genre de démarche, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas... Souvent on a tendance à nous présenter un point final et dire voilà, c'est ça qu'on devrait faire. Mais le solarpunk, il y a aussi plein d'histoires. Alors moi, là où j'ai vu le plus de solarpunk, c'est plutôt dans la littérature, où on est plutôt dans l'idée de la construction et ou de la réflexion sur comment faire advenir le monde. Et par exemple, je reviens sur Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, où tu as cette idée un peu de ok, c'est une utopie, même plutôt une utopie. Je trouve que c'est un bon lieu parce qu'il y a plein de choses qui sont pas parfaites. Mais il y a une vraie réflexion qui est menée par les deux personnages principaux sur comment encore faire advenir le monde, la place de l'homme dans le monde et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et si vous voulez découvrir justement un bon lieu, il y a un roman qui s'appelle littéralement Utopia de Camille Le Boulanger. C'est 800 pages en poche, hein, donc c'est un bon gros pavé, mais moi ça m'a accompagné pendant mon voyage de noces notamment, et c'était parfait. Où c'est un gars qui raconte toute sa vie dans un espèce de futur fictif. On comprend que c'est en Europe, mais c'est pas très précis non plus. Justement d'une société qui est partie de quelque chose qui s'appelle la Déclaration d'Antonia, qui est une espèce de constitution, et en fait les communes rejoignent au fur et à mesure la Déclaration d'Antonia. Et ça parle de absolument tous les sujets auxquels on pourrait s'intéresser. C'est très long parce que le personnage il écrit et il raconte sa vie, donc voilà, il y a du détail, mais c'est témoin d'une société qui n'est pas parfaite, qui est souvent d'ailleurs remise en question, mais qui en même temps propose des choses qui sont hyper novatrices, pour moi très solarpunk, et des choses qui sont pas forcément d'ailleurs forcément intuitives. Par exemple, il y a tout un chapitre où le gars il va sur un chantier de démantèlement d'éoliennes. T'as envie de te dire, mais c'est le turfu, pourquoi on démantèle des éoliennes? Parce qu'on se rend compte que c'est des éoliennes en mer, mais qui sont très très vieilles,
et qui du coup demandent trop d'entretien pour pas assez d'énergie créée, et qu'en fait ça sert à rien de les garder, donc démantèlement, on récupère les matériaux, machin et tout, et bon, c'est qu'un exemple, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Puis il y a aussi des choses assez fortes dans cette histoire. Le concept de famille est complètement remis en cause. La filiation entre les gens disparaît. Donc tes parents biologiques s'occupent de toi pendant quelques mois ou 2-3 ans, je crois. Et après, il n'y a plus de concept de famille. Tu vis ta propre vie. Et tout ça découle un peu de arrêter l'héritage, tu vois, rééquilibrer les gens. Mais il y a un des personnages principaux qui, justement, comprend pas du tout ça, qui a jamais réussi à se détacher de ses parents. Enfin bon, bref. Ok. Intéressant. Toi qui t'es marié, du coup, comment est-ce que tu vois ce concept? Est-ce que du coup, tu t'arrives à t'identifier à ce genre de choses? Tu vois, j'imagine quelqu'un qui est peut-être un peu moins penché sur ce type d'histoire, sur ces valeurs-là, tu vois, qui se marie, qui voit ce genre de truc, il peut peut-être être un peu en réaction avec des conceptions de la famille, de la communauté, de l'éducation, l'enfant appartient à qui, il appartient en fait peut-être à une communauté, peut-être même pas. C'est des choses qui peuvent être parfois dures à entendre, tu vois. Alors moi de toute façon j'ai à force de lire des choses qui proposent de lire des livres, des articles, regarder des films, des documentaires qui proposent des choses quand même qu'on considère comme radicales. Radicales pas dans le sens extrême, dans le sens où on s'attaque au problème à la racine. Je suis habitué à être confronté à des idées tu vois, très fortes, et je trouve ça très sain de réussir à garder une ouverture d'esprit et de pas se dire j'aime ou j'aime pas, mais plutôt de, tu vois, c'est intéressant, démarrer des réflexions sur moi, sur ce truc-là. Je me suis dit bah oui, effectivement, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la répartition du patrimoine qui vient effectivement du concept d'héritage. L'héritage, c'est les familles. Voilà, ça te fait réfléchir un petit peu sur tous ces sujets-là. Donc, moi, je suis pas là à dire il faut lire ces œuvres et les considérer comme la sainte parole. Pas du tout. C'est juste, je reviens sur ce qu'on disait au début, c'est des imaginaires. Donc, c'est vraiment, c'est Catherine Dufour, qui est une écrivaine de science-fiction française, qui a cette très bonne phrase qui dit qu'il faut remettre en marche nos neurones d'optimisme. Et c'est à ça que vient répondre le solarpunk. Il y a quand même une dimension politique c'est un peu ce monde-là qu'on veut, mais il y a aussi ce truc de on va apprendre ou réapprendre à voir le futur positivement et à s'entraîner à pouvoir imaginer l'avenir de manière cool, quoi. En fait, faut se dire, faut pas être fataliste en mode bon, le monde est détruit, ça y est, c'est fini, la civilisation humaine a disparu dans 50 ans. Ce qui, je pense pas, est vrai, il y aura toujours des humains, mais c'est plutôt de se dire ok, comment on fait pour que ça soit cool pour ces gens-là, et comment on fait pour aujourd'hui, même très concrètement, maintenant, là, dans l'heure qui vient. Moi, c'est cette phrase je suis très fan de Tolkien, cette phrase de Gandalf qui dit tout ce qu'on a à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Et je trouve que le solarpunk, il vient répondre justement à ce sujet de ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour participer à la construction d'un meilleur monde? Et là, ça vient nous entraîner vraiment, j'adore cette phrase de remettre en marche nos neurones d'optimisme, à toujours être dans la capacité d'imaginer du meilleur, quoi. Ouais. Alors très concrètement, là, les auditeurs de The Big Shift, quand ils repartent de cet épisode, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un peu plus punk? Je sais pas si c'est la phrase qui fera que je valide le plus d'auditeurs, mais est-ce qu'on a envie d'être plus punk? Je sais pas, mais est-ce qu'on a envie d'être plus solarpunk? Punk, faut pas avoir peur du mot, je pense. Punk, c'est juste sortir des sentiers battus, quoi. Donc le solarpunk, il va vraiment dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il y a un enjeu. Si vous êtes d'une manière ou d'une autre amateur, professionnel, créatif, artiste, c'est à vous emparer de ce médium, à écrire des nouvelles, des romans, des histoires, des articles de je sais pas quoi qui s'inscrivent en fait dans cette dimension-là, à faire des dessins, à regarder des films. S'il y a des films, par exemple, on n'en a pas du tout parlé, mais j'en ai fait un épisode, il y a Arco récemment qui est sorti de Hugo Bienvenu, un film d'animation qui a eu pas mal de prix d'ailleurs, je crois l'Oscar du meilleur film d'animation, qui est très bien. Arco s'inscrit pas mal dans alors il y a du débat et j'ai fait toute une vidéo dessus, mais il s'inscrit pas mal justement dans le solarpunk. Donc il faut aller voir ces films, et il faut surtout, ça je le dis dans ma première vidéo, il faut montrer à ses enfants, parce que les gens qui
vivront et construiront le monde de demain. Aujourd'hui, ils sont bébés, jeunes, enfants, ils ont 20 ans, quoi. On nous disait ça déjà, nous, il y a 20 ans. Oui, Est-ce oui. qu'on y est toujours ? Je sais pas. Je sais pas, on commence à... Mais en tout cas, c'est important de pouvoir plonger. Moi, je sais que mes enfants, je les plongerai, tu vois, dans tout ça au max, pour justement qu'ils soient pas... que leur vision de l'avenir, ça soit pas Blade Runner ou la guerre dans Star Wars, même si ça, on regardera, évidemment, l'idée n'est pas de censurer, mais c'est de un max leur montrer des Miyazaki aussi, par exemple, voilà, des choses qui peuvent leur ouvrir leur imagination à un futur possible. Donc, vraiment créer et consommer les œuvres qui existent, et puis vraiment et jouer. Dans tous les milieux. On n'a pas trop parlé jeux vidéo en fait, mais il y a si tu veux la commencer lecture, à les films et les jeux vidéo, parce qu'il y a pas mal de jeux qui s'inscrivent là-dedans. Un qui est très connu, auquel je suis en train de jouer en ce moment sur ma chaîne Twitch, c'est Stardew Valley, où en fait l'histoire c'est qu'on récupère la ferme de notre grand-père qui est décédé, et on arrive dans une petite communauté rurale, et il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Et puis après, il y a plein de jeux, il y a vraiment beaucoup de jeux que je vais pas forcément citer là, mais qui s'inscrivent dans des futurs. Alors, il y a des jeux qui sont très juste purement dans l'esthétique. Notamment, il y a un jeu littéralement qui s'appelle Solarpunk, qui vient de sortir au mois de mai d'ailleurs. Avant, il était en démo, mais là, il est sorti. Mais qui reste assez extractiviste, où le but du jeu, le but du jeu, t'es quand même c'est obligé du city planning. Ouais, alors c'est plus du house planning, mais c'est cosy, donc tout est mignon, tout est joli. Tu fais des panneaux solaires, mais bon, tu vas quand même abattre des arbres pour construire ta maison. C'est pas à 100% dans la démarche, mais ça peut être une bonne introduction à l'idée. Et puis, t'as un très bon jeu hyper relaxant, pour le coup trop cool, qui s'appelle Terra Nil, NIL, Terra avec 2 R, où là on reconstruit des écosystèmes. C'est des petites parties où on est sur des espèces de carrés de territoires complètement dévastés par plein de choses, et on vient avec de la technologie, mais de manière très frugale. On vient mettre une éolienne sur un rocher, ça nous permet de faire de l'électricité. Avec cette électricité, on installe des petits bâtiments qui vont repomper l'eau dans le sol, et puis on fait revenir la faune, etc. C'est incroyablement bien pour se détendre. Et là, pour le coup, il y a à la fois l'esthétique et pas mal les valeurs, parce que à la fin, quand tu as fini de faire ta petite régénération du monde, tu viens récupérer tout ce que tu as installé, et tu pars et tu laisses absolument rien, quoi. Tu laisses juste les plantes et les animaux. Et il y a vraiment cette idée de pas d'empreinte et tout. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a l'idée de réparer le monde dans le Solarpunk. Ils en parlent dans le manifeste. Et ce jeu, il s'inscrit vraiment dans cette démarche-là, quoi. Donc il y a plein de manières aujourd'hui d'être Solarpunk. On peut même l'être au quotidien. Donc en fait, c'est assez enthousiasmant, je trouve. Trop cool. Merci pour ces jolis mots de conclusion. Je t'en prie. C'était un grand plaisir de t'avoir au micro de The Big Shift. Merci. Si vous voulez découvrir le travail d'Augustin, c'est Augustin Demain sur la plupart des réseaux sociaux maintenant. Oui. Insta, YouTube. Si, je suis sur TikTok. T'es sur TikTok aussi. Ouais. Je suis pas sur X et tous les trucs de microblogging. Parce que je fais pas mal de vidéos, donc ça s'y prête pas trop. Merci beaucoup pour tout ça. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis je vous dis bon début d'été aussi. Rafraîchissez-vous bien, buvez bien, parce qu'il va faire chaud dans les prochaines semaines. Et consommez du Solarpunk. Je vais mettre les liens de pas mal des références qu'on a données dans la description. Donc il va vous suffire de cliquer pour pouvoir y accéder. À plus, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.